Bonjour tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette première vidéo des recommandations de décembre. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, donc c'est le premier film que je recommande et ça sera Take Shelter, réalisé en 2011 par Jeff Nichols. Take Shelter, ça raconte l'histoire d'un homme incarné par l'incroyable Michael Shannon qui est persuadé qu'une apocalypse, une grande tempête va arriver et va tout ravager sur son passage. Le truc c'est que, bon, personne ne va le croire et le film va faire en sorte de nous faire comprendre que ça peut être réel, mais qu'un d'un autre côté, c'est aussi notre personnage qui peut très bien, petit à petit, aller dans la folie. Et on va alterner entre scènes assez contemplatives, assez calmes, scènes d'hallucination, vraiment assez terrifiantes, et d'autres, des scènes de rêve qui sont aussi très prenantes. La mise en scène est plutôt calme, posée, après on s'entend, mais par contre, les scènes de tension sont vraiment très prenantes. Moi, c'est un film que je vous conseille énormément parce qu'il est magnifique sur tous les points, je trouve l'écriture, même la mise en scène et même visuellement, ce film a une patte vraiment très très belle. Du coup, ça sera ça mon premier conseil, Take Shelter. Nous sommes le 2 décembre et aujourd'hui je vous conseille Amour Chienne réalisé par Alejandro González Iñárritu. Film qui commence un triptyque que continuera Iñárritu au long de sa carrière avec les films 21 grammes et Babel, des films que j'adore vraiment, je vous les conseille tous, hein, vraiment les trois sont des chefs-d'œuvre pour moi, et ces films prennent toujours le parti pris de raconter plusieurs histoires qui vont s'entremêler pour créer une grande histoire. Le premier, du coup, Amour Chienne, se situe au Mexique, et on va suivre du coup plusieurs personnages qui sont tous liés de près ou de loin à leurs animaux qui sont les chiens. Et vous allez voir qu'à chaque fois, les chiens qui accompagnent les personnages sont toujours un reflet de leur personnalité. Les trois histoires vont se lier au bout d'un moment par rapport à certains moments clés. Et c'est un film incroyable qui parle du coup d'amour, de violence et de la mort. Et franchement, c'est hyper touchant. Je vous le conseille. Ça sera ma recommandation du jour. Amour Chienne. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre et je vais vous proposer Chicota Have It, ou Nola Darling n'en fait qu'à sa tête en français, réalisé par Spike Lee en 1986. Alors, Chicota Have It, c'est le premier film réalisé par Spike Lee, un film qui nous montre déjà les prémices de ce que va être le cinéma de Spike Lee par la suite, très new-yorkais, que moi j'adore vraiment. Nola Darling, c'est le personnage principal de ce film, c'est une femme qui a 3 amants, un businessman un peu sérieux, un artiste un peu prétentieux et un homme très séduisant, très séducteur. Et elle fréquente les trois et chacun des 3 hommes va essayer de lui mettre la pression pendant tout le film pour lui dire il faut bien que tu choisisses un des 3 et elle va toujours dire non, moi j'ai ma liberté, c'est moi qui choisis, j'aime mon indépendance et je ne ferai jamais de choix entre vous 3. Et c'est vraiment un film sur la liberté de la femme, un film que j'aime vraiment beaucoup, il est très léger, c'est un film par rapport aux autres films que j'ai pu vous proposer, vous le regardez à tout moment, c'est très feel good, c'est un film qui est en noir et blanc mais vous savez Spike Lee il aime bien un peu transgresser même ses propres règles, vraiment c'est un bon feel good movie, je vous le conseille. Pour la recommandation du jour, je vais vous parler du film Sympathy for Mr. Vengeance réalisé par Park Chan-wook en 2002. Alors ce film, un peu comme Amour Chienne que vous avez présenté l'autre jour, il fait partie d'un triptyque, à savoir la trilogie de la vengeance réalisée par Park Chan-wook, dont fait partie ce film, mais aussi Old Boy, qui est aussi très connu, et le film Lady Vengeance. Alors ce film, ça raconte l'histoire de Ryu, un homme sourd-muet, qui dans l'espoir de payer une greffe à sa sœur, qui lui est vitale, va élaborer un plan qui va totalement foirer et le mettre dans un pétrin monstre. Le problème, c'est que tous ces événements vont faire qu'un homme va tenter de se venger sur le personnage de Ryu, et du coup, il va être dans une spirale infernale de vengeance. C'est un film où, en fait, il n'y a pas forcément de personnages foncièrement mauvais, seulement que des personnages qui souffrent. Et c'est un film extrêmement brutal, extrêmement froid, que ce soit visuellement ou au niveau de ce qui se passe. Si vous avez vu Old Boy, je vous le dis, c'est aussi violent, voire presque plus. Moi, c'est un film que je préfère. Park Chan-wook était déjà un grand réalisateur à l'époque, et il l'est toujours. On attend son prochain film avec impatience. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Alors ce film, ça raconte l'histoire d'un journaliste incarné par Gaspard Ulliel qui va retourner auprès de sa famille le temps d'une journée pour leur annoncer sa mort prochaine. Et c'est un personnage qui s'est éloigné de sa famille depuis pas mal d'années parce que ces derniers n'arrivent pas à le comprendre et il va devoir affronter tous ces personnages en leur révélant un truc aussi badant que le fait qu'il va mourir. Et c'est un film qui repose sur d'énormes dialogues qui sont vraiment très bien écrits. En même temps, c'est adapté d'un livre. Les acteurs sont exceptionnels. Mention spéciale à Vincent Cassel et à Gaspard Ulliel qui font parmi les meilleures prestations de leur vie, même si vraiment le reste du casting est exceptionnel parce qu'il y a Nathalie Baye qui joue la mère, Marie Cotillard qui joue la belle-sœur et Léa Seydoux qui joue sa petite sœur, avec qui il a une grande différence d'âge et qu'il ne connaît pas très bien. Et c'est un film qui est émotionnellement très chargé. Le jeu des acteurs fait beaucoup. Et voilà, franchement, c'est mon film préféré de Xavier Dolan, même si j'en ai pas vu beaucoup. Et c'est un gros conseil que je vous donne. Alors, La 36e chambre de Shaolin, comme je vous l'ai dit, c'est un film culte. C'est un film que j'adore, que j'ai vu lorsque j'étais enfant et il m'a terriblement marqué. Il a notamment inspiré un album de rap culte, Enter the 26 Chamber, le premier album du Wu-Tang Clan. Et ça va raconter du coup l'histoire de Santé, un jeune homme qui va voir son village complètement massacré par l'armée des Mandchous et qui va se réfugier près d'un temple de Shaolin et qui va essayer du coup d'apprendre les arts martiaux. Pour cela, il va devoir traverser 35 chambres différentes qui vont toutes être axées sur un élément en particulier, donc ça soit la rapidité, l'agilité, la réflexion, la méditation. C'est un film qui représente bien l'ambiance des films d'arts martiaux de cette époque et s'il y a bien un classique de ce genre qu'il faut que vous ayez au moins vu, c'est celui-ci. Donc je vous le conseille. King of New York. You expected to get away with killing all these people? I never killed anybody that didn't deserve it. Alors, ce film, ça raconte l'histoire de Frank White, incarné par le légendaire Christopher Walken, qui est un gangster de renom qui sort de prison au début du film qu'on le retrouve. Alors, on n'aura pas d'explication de comment il est tombé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est de retour et qu'il veut reprendre la mainmise sur tous les business de New York qu'il avait au préalable. Tout ça en éliminant le plus d'ennemis possible. Alors, c'est un personnage qui va se donner un petit côté Robin des Bois parce que d'un autre côté, il veut sponsoriser un orphelinat. Alors on se doute qu'il y a de l'affect derrière, mais c'est un personnage un peu en dents de scie. Christopher Walken le joue extrêmement bien. Évidemment, tout ça ne va pas plaire aux policiers qui vont essayer de le faire tomber, avec notamment au casting Wesley Snipes. Et c'est un film un peu crado. C'est un polar bien efficace. Moi, je trouve qu'il est vraiment bon. Il y a une musique qui accompagne le tout qui est aussi de très bonne facture. C'est un film dont on parle peu quand on parle de films de gangsters. Pourtant, pour moi, il est absolument culte et je vous conseille carrément de le voir. Alors, Only Lovers Left Alive, c'est l'un des meilleurs films de vampires que j'ai vu de ma vie. C'est un film qui va raconter l'histoire de Adam et Eve, incarnés tous deux par Tom Hiddleston et Tilda Swinton, deux amoureux vampires qui vivent depuis très longtemps. L'un vit à Détroit, l'autre à Tanger. Ils vont décider de se retrouver dans ce film. Et c'est un film qui va parler en gros de la longévité, de l'amour de ces deux vampires. Ça va mélanger du coup esthétique extrêmement léchée, musique, mélancolie, poésie. Tout ça parsemé d'un petit folklore vampirique. Et on fait un film parfait sur l'amour. Jim Jarmusch est l'un de mes réalisateurs préférés. J'aurais pu vous conseiller n'importe lequel de ses films, mais je voulais mettre l'accent sur celui-ci parce que je pense qu'il peut sérieusement vous plaire. Alors, Phone Game, du coup, c'est un petit concept assez sympa. En gros, on va suivre un personnage incarné par Colin Farrell qui joue un petit businessman bien prétentieux, bien arrogant qu'on nous présente dès le début du film. Et ce dernier va aller faire un appel dans une cabine téléphonique. Vous savez, en 2002, c'était encore l'époque. Et en gros, on va l'appeler sur cette ligne et on va lui dire « Ne raccroche pas, sinon tu es mort ». Étant donné qu'il y a le mec au bout de la ligne qui a un sniper et le vise. Voilà, clairement. Du coup, ça va être un film assez court, mais très intense, une mise en scène très efficace de la part de Joel Schumacher, qui est un bon réalisateur, malgré le fait qu'il ait réalisé Batman Forever. Et franchement, tout est bien rythmé, enfin un film où on s'ennuie pas. Colin Farrell est extrêmement bon, il y a bon, le reste du casting, il y a Forest Whitaker, très bon casting aussi pour le méchant, mais je ne vous le révélerai pas qui c'est un gros conseil. I'm ready.
Alors, Ad Astra, c'est du coup réalisé par James Gray. Alors, je voulais vous conseiller pas mal de films de ce réalisateur, hein. J'avais plusieurs idées en tête, dont Little Odessa et La Nuit nous appartient, que je vous conseille tous deux. Mais là, je vais plutôt vous conseiller son film de SF sorti en 2019, et dont je trouve qu'on parle peu. Pourtant, c'est un film très intéressant. C'est un film où on suit Roy, incarné par Brad Pitt, un astronaute qui va apprendre en gros que son père, qu'on pensait mort depuis des années, serait encore en vie et serait aux confins de l'univers et serait aussi à l'origine d'un mal qui pourrait toucher la Terre, c'est-à-dire que la Terre subit plein de pannes électriques très importantes, des gros blackouts, et ça serait lié du coup à son père. Du coup, ce dernier va essayer de le retrouver. Et en gros, c'est un film très contemplatif. On est sur un long voyage de ce personnage qui est à la fois un voyage physique, mais aussi vraiment mental. C'est un personnage qui va de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire se rapprocher d'un truc qu'il a toujours craint, savoir la vérité sur son père, la vérité sur lui-même aussi. Et moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé quand il est sorti, parce qu'il est vraiment de très bonne facture. Alors, Delarte della Mort, c'est réalisé en 1994, c'est un film italien, un vrai petit ovni, où on suit l'histoire de Francesco, un gardien de cimetière, qui a un peu l'habitude que les morts se réveillent, voilà, clairement. Et en gros, j'ai pas trop envie de vous en révéler grand chose sur ce qui est de l'intrigue, parce que c'est un film un peu what the fuck, et j'ai envie que vous gardiez la surprise. Mais en gros, c'est un film noir, qui mélange du coup humour noir, poésie macabre, et scènes assez marquantes. Un film qui est visuellement sublime, genre vraiment au niveau de la mise en scène, je trouve ça vraiment incroyable. Même au niveau de la patte visuelle, je trouve que ce film est assez parfait. Et c'est un petit ovni, donc si vous voulez voir un film italien qui sort des sentiers battus, De la Morte de la Mort, c'est vraiment un film que je vous conseille. You don't have to do this, you know? Alors Brother, ou comme je préfère l'appeler Aniki mon frère en français, c'est du coup réalisé par Takeshi Kitano en 2000. C'est un film qui raconte l'histoire de Aniki, un yakuza qui va devoir fuir le Japon pour aller aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles. Là-bas, il va y retrouver son demi-frère, mais il va surtout faire la rencontre de Denny, incarné par Omar Epps, et ensemble, ils vont créer un duo un peu improbable et créer leur propre organisation criminelle. Ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est surtout la mise en scène unique et le style assez particulier de Takeshi Kitano, qui est du coup un style quand même assez épuré, assez lent, avec pas mal de silence, et des éclats de violence assez extrêmes par moment. Moi, c'est un style que j'aime énormément. Takeshi Kitano en général, c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. Jujutsu, Sonatine, c'est vraiment des films qu'il faut avoir vu dans sa vie. C'est assez exceptionnel. Voilà, c'est un bon polar, ce film. Et ça sera une bonne porte d'entrée vers le cinéma de Takeshi Kitano. Et après, je vous encourage à découvrir ses autres films par la suite. Trying to save my soul. Alors The Fall, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est réalisé par Tarsem Site. C'est un film qui a été tourné sur 4 ans et dans 20 pays différents. Donc vraiment, c'est un film qui a eu un long processus de création. Ça raconte du coup l'histoire de Roy Walker, un cascadeur de cinéma dans les années 20 qui va, suite à une chute assez vertigineuse, perdre l'usage de ses jambes. Il va être placé dans un hôpital au milieu du désert de Los Angeles. Et en gros, il va faire la rencontre de Alexandria, une petite fille qui, elle, est à l'hôpital parce qu'elle s'est cassé le bras. Et cette dernière va un peu gayer ses journées. Et lui, pour lui remonter le moral, il va en gros lui raconter une histoire fantastique. Et on va avoir du coup un mélange entre l'histoire en fait racontée dans l'imaginaire du personnage de Roy pour le personnage d'Alexandria et la réalité. Mais vraiment, il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Et au niveau des visuels, c'est magnifique. Il n'y a pas de fond vert, tout a été filmé en réel et c'est absolument prodigieux. C'est l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie et je pèse mes mots. Copland. Alors Copland, je vous jure que c'est un film, je ne comprends pas pourquoi il est si peu cité. Pourtant, c'est un polar avec un casting de fou furieux. Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta, Harvey Keitel, Robert Patrick. Enfin, je veux dire, casting phénoménal. Et en gros, on va suivre le personnage de Freddy, incarné par Sylvester Stallone, qui est un flic un peu effacé, très réservé, qui vit dans la ville de Copland, une petite ville dans le New Jersey, à côté de New York, où en fait il n'y a que des flics qui habitent dans cette ville. Elle a été créée par le personnage incarné par Harvey Keitel. Et en gros, Freddy
Toute sa vie, il a laissé passer le fait que sa ville était complètement gangrénée par la corruption et par tous les flics qui y vivaient. Sauf qu'un jour, il va décider que ce n'est plus possible quand un scandale va éclater. James Mangold, c'est son tout premier film et le truc hyper marquant pour moi, c'est Stallone parce que c'est l'un de ses meilleurs rôles. Il est très réservé, il en fait pas des caisses et c'est vraiment un film réalisé d'une main de maître avec un peu une ambiance de western un peu moderne. Franchement, je vous le conseille. Beautiful. I wonder what they're saying. Well, that was the sludge tanker over there, but there you go. Alors La vie aquatique, c'est pas forcément le film dont on parle le plus quand on pense à Wes Anderson, pourtant moi c'est clairement mon préféré, ou c'est celui en tout cas qui m'a fait tomber amoureux un petit peu de son cinéma. C'est un film qui raconte l'histoire de Steve Zissou, un pastiche un petit peu d'un personnage réel, hein, qui est le commandant Cousteau. Ce personnage, c'est un océanographe qui va essayer de retrouver pendant le film une créature un peu mystique qui aurait du coup tué son ami. Du coup, rencontrer son fils qui ne l'avait jamais vu auparavant et ça va créer un petit peu un problème dans son expédition. Visuellement, c'est un film assez fou. Wes Anderson, vous savez, il a un style très particulier, très à lui. Et pour moi, c'est l'un de ses films les plus intéressants parce qu'il y a plein d'idées un peu fun par-ci par-là. Le film est un peu rythmé par de la bonne musique aussi. Il y a pas mal de reprises de David Bowie faites en portugais. Et pour un grand fan de David Bowie comme moi, forcément, ça tue. Donc, ça sera ma recommandation du jour. Alors, Jacques Tourneur, c'est un réalisateur franco-américain qui a notamment réalisé des gros classiques du genre La Féline. Et là, deux films dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est The Night of the Demon, qu'il a sorti en 1957. Ça raconte l'histoire du Dr. John, un psychologue qui va enquêter sur un riche homme du nom de Julian Carwell. C'est un homme riche qui apparemment utiliserait la magie noire pour assouvir son contrôle sur tous ses proches. Et en gros, Dr. John, au fil du film, il va devoir se relier à des éléments tangibles, mais il va aussi devoir faire face à des événements surnaturels provoqués par le docteur Julian. C'est un film assez intéressant, déjà parce qu'il a une atmosphère très lugubre. Jacques Tourneur, c'est un réalisateur qui aime bien jouer en gros avec les ombres, avec le hors-champ. Et franchement, c'est un film qui crée une tension assez omniprésente. Et c'est un film que je vous conseille, c'est vraiment un classique de l'horreur psychologique. Et si vous aimez un peu les atmosphères lugubre, ça va vraiment vous plaire. Le film que je vais vous recommander aujourd'hui, c'est School on Fire, réalisé par Ringo Lam en 1988. Alors School on Fire, c'est un film qui se met dans un contexte un petit peu particulier, c'est le contexte de l'annonce de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, qui se fait dans les années 80 et qui est promis pour l'année 1997. Et en gros, quand c'est annoncé, ça crée un climat un peu de terreur de l'avenir à Hong Kong. En gros, ce film se met dans ce contexte-là, on va suivre un jeune couple qui vont du coup évoluer dans ce système totalement broyé où en fait tout ce qui est censé les protéger, c'est-à-dire le lycée ou encore la police, vont faillir. C'est-à-dire que le lycée est gangréné par les triades, en fait tous les jeunes travaillent pour les grands chefs de gang et aussi la police est corrompue, donc en fait on peut pas forcément témoigner. Quand tu témoignes, tu as des problèmes avec les chefs de triade et en gros tout ce film va aborder ces sujets, ces deux personnages vont avoir du mal à se sortir de tout ça. Et c'est un film très pessimiste, très violent, avec une mise en scène très sèche, très abrupte. Mais c'est un film qu'il faut voir parce que il aborde des thématiques qui sont vraiment intéressantes et qui reflètent bien ce qu'a été Hong Kong à la fin des années 80. Voilà. Bon, vous avez vu, je n'ai pas dit le titre original, tout simplement parce que je n'ai pas envie de trahir tous mes ancêtres espagnols, et croyez-moi, j'en ai beaucoup. Mais en gros, Trois enterrements, ça raconte l'histoire de Pete, incarné par Tommy Lee Jones, qui est du coup un cow-boy qui vit au Texas, et qui a fait une promesse à un ami à lui qui est décédé, Melquiades, de l'enterrer dignement à la frontière mexicaine. Et en fait, ce dernier a été assassiné par un ranger du nom de Mike. Et le personnage de Tommy Jones, donc Pete, va vouloir en gros déjà tenir sa promesse. Et en gros, il va aussi forcer le personnage de Mike, le ranger qui a assassiné Melquiades, à en gros faire ce trajet avec lui, enterrer Melquiades. Ça va être un moyen pour lui de faire face à sa culpabilité et à lui donner en gros une rédemption. Et c'est un film hyper intéressant, hyper beau, très contemplatif, qui parle de morale, de culpabilité, de rédemption, et c'est un film extrêmement intéressant.
C'est une grande réussite de la part de Tommy Lee Jones et ça sera mon conseil du jour. Alors, Chat Noir Chat Blanc, ça raconte l'histoire en gros de plusieurs personnages venant de la communauté rome qui habite en Serbie, donc près du Danube. Et en gros, tous ces personnages vont être liés à une histoire de mariage un petit peu forcée, avec des trucs un peu plus ou moins légaux, etc. Et en gros, c'est un film hyper excessif dans sa réalisation au niveau de ses personnages, c'est hyper drôle, c'est aussi à la fois touchant. Je pourrais pas trop vous en révéler parce qu'en soi, c'est pas un film où on peut vraiment spoiler des choses, mais c'est une petite expérience à vivre. Si vous voulez un film un peu drôle, un peu touchant à la fois, ce sera vraiment un bon conseil. Ça va. Ah oui, ça va. Ça va pas du tout. Alors le film raconte l'histoire de Benoît et Denny, tous deux incarnés par Albert Dupontel et Benoît Poelvoorde. Et en gros, ce sont deux frères qui sont totalement opposés. Benoît, lui, c'est un mec qui est bien intégré dans la société, qui vit en tant que commercial, où il vend des matelas, etc. Et son frère, lui, pour le coup, il est totalement anti-système, c'est un punk à chien qui vit à la rue, etc. Du coup, ils ont vraiment deux manières différentes de voir la vie, et ils peuvent pas, du coup, vraiment s'entendre. Et au moment, ils vont se retrouver, en fait, dans ce film, et Benoît va comprendre que même lui est abusé par le système parce qu'il va être viré, etc. Il va vraiment être poussé à bout. Et du coup, il va adopter un peu la vie que mène son frère. Et il va commencer un voyage initiatif où il va enfin décider de ne pas faire les choses en fonction de ce que la société attend de lui et vraiment choisir son libre arbitre. Du coup, il va enfin être libre. Et c'est un film qui parle de liberté, qui critique aussi la société en utilisant notamment l'humour noir. Et c'est un film extrêmement intéressant, avec des scènes très marquantes. Les deux acteurs principaux sont absolument géniaux, et voilà, ça sera mon conseil du jour. Alors, The World's End, le dernier pub avant la fin du monde en français, c'est réalisé par Edgar Wright. Ça fait encore partie d'un petit triptyque, et ouais, je sais, c'est la troisième fois depuis le début des recommandations que je vous propose un film qui se passe dans une petite trilogie. Là, c'est la trilogie Cornetto, qui est constituée du coup de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, que je vous conseille de voir vraiment, et le dernier, The World's End, qui est sorti en 2013 et qui est celui dont on parle le moins. Pourtant, moi, dès que je le revois, je trouve qu'il est de mieux en mieux à chaque fois. Ça raconte l'histoire de Gary King, incarné par Simon Pegg, un homme qui va vouloir en gros faire un revival avec ses amis d'enfance dans sa ville natale, et en fait, il va essayer de leur faire terminer un marathon qu'ils avaient fait jeunes et qu'ils n'ont jamais complété. Et en gros, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas retournés dans leur ville natale et ils vont se rendre compte qu'il se passe des trucs un peu étranges. C'est un film qui mixe humour et un peu de SF sans vous en révéler beaucoup plus. Moi, j'adore ce film parce que il parle aussi de la thématique du temps qui passe, du fait qu'on des fois, il y a des personnes, notamment Gary King, qui n'acceptent pas de vieillir, qui n'acceptent pas que le passé, c'est le passé. Et bon, ça apporte plein de thématiques assez intéressantes comme ça. Et c'est surtout très bien réalisé. Edgar Wright, c'est un mec qui a une mise en scène très efficace, surtout un montage au top. Et donc c'est vraiment un film que je vous conseille. Just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Alors, ce film, Les Banshees d'Inisherin, c'est un film un peu particulier, avec un scénario très original. Ça se passe du coup en Irlande, en 1923, durant la guerre civile irlandaise. Et en gros, ça raconte l'histoire de deux amis, incarnés par Colin Farrell et Brandon Gleeson, dont l'amitié va s'arrêter brutalement, notamment à cause du personnage de Brandon Gleeson, qui va lui dire « Frérot, on était amis avant, mais je te trouve trop bête. » Et du coup, c'est la fin de notre amitié. Et l'autre ne comprend pas, il va essayer de comprendre, et ça va partir assez loin comme film. Et c'est un film avec un scénario très intéressant, qui parle beaucoup d'orgueil, de problèmes de communication, de la violence qui peut émaner en gros du silence. Ça sera mon conseil du jour. من از چی میسوزم من از این دارم میسوزم من مرده بودم اینا منو آوردن زنده کردن خودشون بکشن. Alors là, Téhéran, c'est un film iranien qui va nous plonger en gros dans la guerre contre la drogue. On va suivre une unité de police qui va essayer en gros de arrêter un grand trafiquant de drogue. Et c'est un film qui est assez intéressant parce que il n'est pas forcément neutre dans sa vision de montrer les choses. On va pas forcément nous montrer les policiers comme étant vertueux et ni intègres. Et on va peut-être même se retrouver parfois à être un peu plus empathique à travers ceux qu'on désigne comme les méchants, les trafiquants de drogue. Et c'est un film qui est très intéressant. Et moi, je vous le dis tout de suite, j'ai envie de vous conseiller plus
que La Loi de Téhéran, qui est un film extrêmement marquant. Mais en plus, si ce film vous intéresse et vous voulez vous intéresser un petit peu au cinéma iranien, je vous conseillerais aussi Les Graines du Figuier Sauvage, sorti en 2024, et Un Simple Accident, qui est sorti cette année, qui a gagné la Palme d'Or. C'est des films qui sont très intéressants pour savoir un peu la situation de l'Iran. Et en 2025, là où, même dans beaucoup de pays, la liberté d'expression est quand même mise à mal, c'est important de regarder un film comme, par exemple, Un Simple Accident, parce que le réalisateur a été mis en prison. Et si vous voulez vous tenir informé de ce qui se passe un peu dans le monde, c'est un très bon moyen de le faire. Donc ça sera mon conseil. La recommandation du jour, ça sera un film que je vais vous proposer un peu pour rendre hommage à Rob Reiner, le réalisateur du film qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, dans des circonstances un peu particulières, on va pas s'étaler là-dessus. Mais en tout cas, le film que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est Stand By Me, qu'il a réalisé en 1986 et qui adapte la nouvelle de Stephen King. Alors Stand By Me, en gros, c'est un film qui va se passer aux États-Unis. On va suivre un groupe de jeunes qui vont essayer en fait de retrouver le corps d'un autre jeune qui a disparu. Et le film en fait va aller beaucoup plus loin que ça. C'est un film qui du coup parle de l'enfance, de l'amitié et surtout du moment où lorsqu'on est jeune, on comprend que tout ne durera pas éternellement. Là, c'est un film qui adapte très bien la nouvelle de Stephen King. Un bon petit film. Alors ce film, il me fait beaucoup penser à un autre film qui serait un peu dans la même thématique, Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. C'est un film exceptionnel que je vous conseille vraiment de voir si vous ne l'avez jamais vu. Et vraiment, il y a cette ambiance un peu hivernale, un peu poétique, que je retrouve un peu dans ce film Winter Break qui se déroule du coup pendant la période de Noël. On va suivre en gros un professeur assez cynique, assez solitaire, très imbu de lui-même, qui va devoir rester avec différents élèves dans l'internat durant les périodes de Noël et aussi avec une femme de ménage qui, elle, malheureusement, a perdu son fils à l'armée. Et en gros, bon, la plupart des enfants vont finalement pouvoir partir faire les fêtes ailleurs, sauf un jeune qui va, lui, rester avec les deux autres personnages. Comme vous en doutez bien, le personnage du professeur et cet élève ne peuvent vraiment pas se saquer. Ils ont une vision de voir les choses très différentes. L'autre trouve qu'il est trop imbu de lui-même, l'autre trouve qu'il est trop paresseux. Et en fait, finalement, comme vous en doutez, les deux personnages vont réussir à apprendre l'un de l'autre, ils vont s'aider mutuellement, ils vont avoir beaucoup d'attachement. C'est un film qui parle de pas mal de sujets, le deuil, la solitude, l'amitié, les relations père-fils. Et moi, c'est un film que je trouve vraiment intéressant, donc ce sera ma recommandation de Noël. Alors Blowout, c'est un film que j'adore, je l'ai carrément présenté au cinéma l'année dernière, c'est pour dire. Et en gros, ça raconte l'histoire de Jack, un ingénieur du son qui est incarné par John Travolta, qui va en gros, un jour où il a enregistré des petits sons dans la nature, assister à un accident. Et finalement, il va, en réécoutant les bornes magnétiques, se rendre compte que finalement, ce n'est pas vraiment un accident, mais plus un meurtre. Il va s'empêtrer dans un gros complot qui va le dépasser complètement. Et c'est un film que j'adore, qui a une grosse filiation avec un autre film, Blow Up, sorti en 1966 et réalisé par Antonioni, où là, la révélation de la vérité était plus à travers l'image, et là, c'est plus à travers le son. Alors pour moi, ce film, il est absolument exceptionnel, hein. Que ce soit la réalisation de Brian De Palma, la musique. Dans ce film, il y a l'un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma. Je peux pas vous le montrer parce que ça spoil le film, mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Je vous le conseille. Alors Valhalla Rising, c'est réalisé par Nicolas Winding Refn, réalisateur notamment de Drive ou encore la trilogie Pusher. En gros, ce film raconte l'histoire de One Eye, incarné par Mads Mikkelsen, qui est un guerrier un peu mystérieux, très mystique, qui est connu pour sa grande brutalité, sa grande violence. En gros, un jour, il va rencontrer un enfant qui va être un peu sa boussole morale et ce qui va le rattacher un petit peu à son humanité. Et un jour, les deux vont rencontrer un groupe de vikings et vont partir avec eux de leur voyage, qui est un voyage un peu mystique, dans la recherche un peu de Dieu. Et vous allez voir que petit à petit, le film va partir dans une certaine folie, dans un truc très mystique. Et c'est un film extrêmement contemplatif. C'est un film qui, si vous n'aimez pas les films un peu lents, qui se concentrent beaucoup sur l'esthétique, sur les silences, vous n'allez pas du tout rentrer dedans. Mais si ça vous plaît, c'est un conseil, c'est un must-see, c'est un film absolument magnifique. Voilà, donc ça sera ma recommandation du jour. Alors, The Wrestler, c'est un film qui parle de Randy, incarné par Mickey Rourke, qui joue un catcheur vieillissant, qui va, malgré le fait que son corps commence à lâcher, un peu comme moi aujourd'hui, continuer à être catcheur. C'est-à-dire c'est la prise de décision qu'il a faite, même si en fait il n'est plus en état de le faire.
Le truc, c'est qu'il va continuer parce qu'il veut garder cette image de marque et parce qu'en fait, au fond, il sait qu'il a raté sa vie personnelle. Notamment, il va essayer de renouer un peu avec sa fille dont il s'est rarement occupé. Et du coup, pour rattraper un peu cette vie perso qui est un peu gâchée, hein, il va essayer de continuer à avoir son image de marque. Vraiment, c'est peut-être mon Darren Aronofsky préféré et ça sera du coup le conseil du jour. Alors Loin des hommes, ça raconte l'histoire de Darou, incarné par Viggo Mortensen, qui est en gros un instituteur qui a créé une école en plein milieu du désert algérien, en gros pour les élèves qui n'ont pas forcément accès à l'école. Le truc, c'est qu'il va devoir transporter un homme du nom de Mohamed qui aurait été condamné à mort par l'État français. Et lui, il est en profond désaccord avec cet ordre qu'on lui donne, mais il se sent un peu obligé de le faire. Le truc, c'est que le film se passe aussi durant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et on va avoir tout un sous-texte sur le fait que, malgré le fait que le personnage de Darou soit né en Algérie et que ses parents aussi y soient nés, ils ont vécu toute leur vie là-bas, il est quand même considéré comme français, donc il est censé devoir partir. Et ça va être toute une question qui est posée durant le film. Les deux personnages principaux, du coup, Darou et Mohamed, qui ont des visions complètement différentes de voir les choses, de respecter aussi les traditions, vont finalement se réunir, vont se comprendre. Et c'est un film qui est extrêmement beau, extrêmement touchant, et qui parle de la guerre d'Algérie avec un point de vue qui est assez multiple, on va dire. Alors, Souvenir goutte à goutte, c'est un film Ghibli que j'ai découvert un peu tard et qui en fait est sorti au Japon en 98, mais qui n'a pas eu de sortie française en fait à proprement parler. Il a été sorti sur les plateformes dans les années 2020 et aussi en DVD dans les années 2000, mais avant qu'il y ait par exemple un doublage, il a fallu attendre 2019 et que ce soit Netflix qui le fasse. Donc c'est un film Ghibli qui n'est pas forcément hyper connu, c'est pour ça que je le propose. Ça raconte l'histoire de Takeo, une jeune femme japonaise qui va un peu décider de fuir un peu sa nouvelle vie au Japon, qui la stresse énormément, et revenir dans son village d'enfance où elle va essayer en fait de se remémorer des souvenirs d'enfance. Et c'est en gros un moyen pour elle de se reconnecter avec la nature, avec les gens. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est absolument magnifique, hein. Ghibli, en soi, on ne fait pas mieux en termes d'animation, je pense. Et du coup, ça sera mon conseil du jour. Et on se retrouve demain pour la dernière. Ciao tout le monde. Bienvenue dans cette dernière vidéo des recommandations de décembre 2025. Et oui, tout le mois, je vous ai recommandé un film tous les jours. J'espère que ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir certains films. Ça a été un grand plaisir en tout cas de le faire. Et pour terminer ce calendrier, je vais vous proposer aujourd'hui Furio, réalisé en 1983. Alors Furio ou Merry Christmas Mr. Lawrence en titre original, c'est réalisé par Nagatsuha Oshima. C'est un film que j'aime énormément. Ça va raconter en gros l'histoire de deux prisonniers britanniques qui sont en gros enfermés dans des camps de prisonniers au Japon durant la guerre. Et en gros, ils vont essayer de échanger avec les gens qui les tiennent en otage, clairement, donc les soldats japonais. On va retrouver dans le casting Tom Setti, David Bowie, Takeshi Kitano ou Ryuichi Sakamoto qui fait aussi la musique de film, qui est d'ailleurs une VO absolument incroyable. Et c'est un film qui, je trouve, est très intéressant parce que il va opposer différents personnages qui n'ont pas du tout la même vision de voir les choses, qui n'ont pas du tout la même culture, la même langue, les mêmes conventions sociales. Et c'est un film qui est à la fois assez dur, mais qui est en même temps très beau au niveau de ses thématiques. Et moi, je pense que ce sera un bon film pour terminer ce mois des recommandations. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.